Zelensky peut mettre fin à la guerre avec la Russie presque immédiatement, s'il le veut, ou alors il peut continuer à se battre, dit le président américain. Et plus loin, pas question de récupérer la Crimée donnée par Obama et pas question pour l'Ukraine d'entrer dans l'OTAN en lettres capitales. Coup de pression, je le disais, de Donald Trump. C'est ça l'état d'esprit du président américain voilà, de recevoir tout est posé, Magali. Concrètement, en fait, toute la question qui sera posée sera de savoir quelle marge de négociation sera donnée à Zelensky pour négocier ce qui lui sera présenté et cousu quasiment de fil blanc. Il sera évidemment question d'échange de territoire. Alors, échange de territoire, c'est un bien grand mot. C'est déjà très déséquilibré sur le papier parce qu'il ne s'agit pas d'échange, il s'agit de partage de territoire sur le territoire ukrainien. Donc ça, c'est le premier point, ça c'est le premier déséquilibre. Et puis le deuxième déséquilibre, l'idée, ça serait de permettre, en gros, à Poutine, si d'aventure on s'engage vers des négociations de paix et qu'au préalable il y a un cessez-le-feu, de céder l'intégralité du Donetsk, c'est-à-dire du Donbass, à Poutine, donc le deuxième déséquilibre. Et là, il est véritablement dans une position extrêmement délicate, à nouveau réitéré par Donald Trump, la puissance invitante. C'est-à-dire qu'en gros, ça va être du à prendre ou à laisser. C'est maintenant ou jamais, avec ce risque que Zelensky apparaisse comme étant un point de blocage, qu'il soit le fauteur de guerre, celui qui poursuit la guerre, et qu'en horizon, en plus de cela, les Européens qui arrivent en bloc et en force unie autour de lui. Donc il y a vraiment un piège, véritablement, qui est posé. On a tous en tête les images du 28 février dernier. Évidemment pas que ça se reproduise. Normalement, on pourra en reparler un peu plus tard, il y va quand même un peu préparé, Zelensky, mais le piège existe, il est tendu, à lui de ne pas tomber à l'intérieur de ce piège. En principe, des choses ont été actées, des principes vont être posés, concernent, on y reviendra, le statut légal de ces territoires conquis, et puis également ce que pourraient être des garanties de sécurité. Un piège est-il tendu à Volodymyr Zelensky? Vous allez nous dire ce que vous en pensez. D'abord, direction Washington, c'est là où ça se passe, on l'a bien compris. Hélène Bonnet et Morgan Pope nous attendent sur place. Hélène, Volodymyr Zelensky, qui ça y est, d'ores et déjà à Washington, il est arrivé. Oui, absolument. Alors, Volodymyr Zelensky, effectivement, qui est arrivé aux alentours de 6h, heure française, ici à Washington. On va vous montrer d'ailleurs les images de la sécurité qui a été renforcée sur l'avenue qui passe devant la Maison-Blanche. Il y a des voitures de police qui bloquent maintenant le trafic, mesure de sécurité évidente, et puis qui sera sans doute encore plus renforcée avec l'arrivée des autres dirigeants européens. Ça sera aux alentours de 18h. Il y aura ensuite cette rencontre entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump, rencontre bilatérale sans les dirigeants européens. Ils seront pourtant sur la photo qu'il y aura ensuite, et puis il y aura cette réunion avec cette fois tous les protagonistes dans la même pièce pour parler bien des exigences de la Russie, pour parler aussi d'un sujet qui est important pour les Européens, c'est la question des garanties de sécurité. Les dirigeants européens qui seront là pour rappeler qu'on ne peut pas forcément faire confiance à Vladimir Poutine et à ce qu'il aura consenti à signer comme accord de paix. Merci beaucoup Hélène. Effectivement, donc là, Donald Trump va faire part à Volodymyr Zelensky des exigences de Vladimir Poutine. Quand vous voyez le message cette nuit de Donald Trump, qu'est-ce que ça vous inspire ? En gros, la balle est dans le camp de Zelensky. J'ai les exigences russes, à toi de les accepter, sinon tu poursuis la guerre et je suis plus là. Ce qu'il y a derrière, c'est ce petit mot que Poutine a prononcé dans la conférence de presse d'Anchorage et que n'a pas prononcé Trump, c'est le mot accord. Poutine a laissé entendre qu'un accord avait été conclu entre lui et Trump, entre les Russes et les Américains. Un accord dont on ne connaissait pas les détails. Et on en découvre certains aspects. On ne sait pas si on a tous les éléments du deal. Et ce que veut Trump, c'est de faire appliquer cet accord. Oui. Au fond, on pourrait dire à front renversé, Trump a refait les accords Ribbentrop-Molotov, qui étaient ceux qui organisaient le partage de la Pologne et l'appropriation des pays baltes par l'Union soviétique. C'est ça qu'il y a derrière. Alors, en plus, dans le message de Trump, il y a une chose absolument incroyable qui vient juste derrière, c'est qu'il dit « certaines choses ne changent jamais ». Donc, ce qui est acquis, c'est ça qu'il veut dire en gros. Mais moi, je dirais aussi, au fond, c'est vrai pour lui-même. Trump ne change pas. Au fond, il y a une ligne continue
depuis sa rencontre avec Poutine depuis 2018, quand il a dit « je fais confiance à Poutine contre mes services de renseignement ». Et c'est encore le cas aujourd'hui. Et je rappelle le titre du livre de notre ami Régis Jantet, qui s'appelait « Notre homme à Washington ». Trump est un homme qui est sous influence russe depuis des années, en gros depuis la fin des années 70. Bien avant son entrée en politique. Bien avant son entrée en politique. Et cette influence porte ses fruits pour les Russes aujourd'hui. Et il est l'agent opérateur, objectivement. Je ne sais pas s'il l'a signé quoi que ce soit, je ne crois pas, mais... Il n'y a rien qui le prouve. Mais il y a plusieurs enquêtes, mais il n'y a rien qui le prouve. Sa manière de faire montre qu'il est l'agent opérateur pour réaliser les intérêts russes, non seulement en Ukraine, mais en Europe, puisque depuis, avant même le début de la guerre en Ukraine, Poutine avait annoncé que son objectif, c'était d'obtenir avec les États-Unis un accord sur la sécurité en Europe, sans même que les Européens soient consultés. Donc on en est là. Et Zelensky, c'est l'homme qui est le caillou dans la chaussure, d'une certaine manière. Et donc, c'est ce caillou qui est reçu tout à l'heure à Washington. L'état d'esprit, effectivement, à Washington, d'après vous, quel est-il quand vous lisez les messages de Donald Trump? C'est quand même pas de très bon augure pour Volodymyr Zelensky. En fait, je pense qu'on va assister à des scènes formidables où on verra la résistance ukrainienne incarnée par Zelensky face à la pression de Trump. Et j'ai envie de dire, on a l'impression que c'est déjà plié d'avance, qu'il n'y a rien à faire, vous n'avez pas de carte, ils sont tellement puissants. Et j'avais un peu l'analogie en tête, un peu le 22 février, quand on disait il y a l'armée russe, ils sont déjà à les 60 km de chars, et que Kiev tombera, en fait. Et je me souviens, à l'époque, j'étais en mission à Bamako, j'étais la seule à dire, c'est pas possible, Kiev ne tombera pas. Mais tout le monde me regardait un peu comme illuminé, mais vous ne pouvez pas résister, vous voyez, c'est les chars russes et tout. Au final, on a vu quand même qu'il y a eu cette résistance. Donc, c'est un peu par analogie. Il y a cette pression quand même extrême que Trump met à travers ses messages et à travers avec toute son équipe. Malheureusement, ils mettent cette pression sur le pays qui se défend pour le droit d'exister, au lieu de mettre la pression sur l'agresseur, en fait. Oui, bien sûr. Et d'après vous, ça veut dire que Volodymyr Zelensky a de quoi nous surprendre ce soir? Oui, je pense qu'il a bien mieux préparé qu'en février. Mais je voulais, oui, déjà, et je voulais rebondir aussi sur la mentalité. Est-ce qu'on ne sait pas, agent, opérateur de KGB ou pas, même sans ça, en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle, nous, en théorie un peu de gouvernance, qu'il y a une mentalité de management prédatrice ou qui est axée sur le développement. En fait, ce qui ressemble Trump et Poutine, c'est qu'ils sont tous les deux prédateurs dans la tête. On se souvient, Trump, quand il a commencé à parler de Groenland, de Canada, annexé et tout ça. Donc, Trump, s'il était dans le contexte comme Poutine, où il a les mains libres, il ferait exactement la même chose, en fait. Donc, et en face, on a Zelensky qui, pour lui, il fait de la politique avec, quand même, en se souciant de l'aspect humain des choses. Il parle toujours en premier des enfants kidnappés, en fait, des échanges de prisonniers et tout ça. En fait. Donc, on a la confrontation de deux mondes. Et c'est très intéressant à observer si on fait un peu un regard un peu, on se soulève en fait, parce que je pense que si on regarde vraiment dans qui a dit quoi et la réponse et tout ça, on a l'impression encore une fois que c'est plié. Maintenant, c'est pas plié, je pense. Et ça va se jouer ce soir. Vous continuez votre propos? Pardon. Oui. On va partir dans le Donbass, rejoindre notre équipe, parce que vous l'avez dit, ce qui se joue ce soir, c'est peut-être la cession du Donbass. En tout cas, les Russes voudraient mettre la main totalement sur cette région qu'ils n'ont pas encore totalement conquise sur le terrain militaire. Vous le voyez ici sur notre carte. Et donc, notre équipe s'est rendue à Kramatorsk, plus précisément. Marianne Kotonov, Marine Truchot, bonjour à toutes les deux. Expliquez-nous l'état d'esprit aujourd'hui. On imagine que ces habitants du Donbass ont le regard tourné vers Washington ce soir. Oui, parce qu'ici, à Kramatorsk, nous sommes à 16 km de la ligne de front. Donc, évidemment, ces gens, ils subissent la guerre depuis 3 ans et demi. Depuis 3 ans et demi, Kramatorsk est une ville qui est sans arrêt bombardée, sans arrêt sous le feu des drones. Rappelez-vous l'épisode de la gare lors des évacuations tout au début de la guerre, qui avait été bombardée avec plus de 60 morts. Donc ici, c'est une ville qui est traumatisée. Donc ce qu'on attend ici, c'est la paix avant toute chose. Et puis, la situation ici, elle est différente
différente qu'ailleurs dans l'Ukraine, parce que vous avez une population plus âgée qui a connu l'URSS et qui, elle, qui n'aspire qu'à la paix. Et puis d'un autre côté, vous avez une population plus jeune qui, eux, bien sûr, ils veulent la paix et c'est leur premier objectif, mais ils veulent rester ukrainiens. Donc c'est là où ils se disent, que va-t-il se passer pour nous? Ils veulent rester ukrainiens, mais en même temps, ils veulent la paix. Donc voilà, ici, c'est vraiment... Tous les regards sont tournés du côté de Washington en se demandant à quelle sauce ils vont être mangés, parce qu'on sait que le Donbass, évidemment, fait partie, c'est l'objectif essentiel pour le moment pour Vladimir Poutine, c'est d'avoir tout de suite le Donbass, et Kramatorsk, bien sûr, fait partie de la corbeille de la mariée. Exactement, merci beaucoup Marianne. On va voir ces exigences russes. On n'a aucun document officiel, mais Reuters a réussi à glaner quelques informations auprès d'officiels et regardez donc visiblement Moscou à l'issue du sommet de l'Alaska a demandé à ce qu'il n'y ait pas de cessez-le-feu, veut récupérer la totalité du Donbass, veut que la ligne de front soit gelée ailleurs, c'est-à-dire dans les oblasts de Kherson et Zaporijjia. Ils seraient prêts donc à retirer leurs forces de Soumy et de Kharkiv. Ils voudraient que la Crimée soit reconnue sur le plan international. Ils veulent la levée d'une partie des sanctions, pas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Il voudrait la reconnaissance de la langue russe comme langue officielle en Ukraine et puis que l'Église orthodoxe russe soit rétablie sur le sol ukrainien. Si on prend le Donbass, est-ce que vous pensez que Donald Trump, quand on voit son post de cette nuit, va demander ça à Volodymyr Zelensky? On comprend qu'il demande des concessions de la part du président ukrainien. Donc la concession, ce serait de céder totalement le Donbass. Très probablement, c'est ce qui va être demandé. D'abord, il faut se référer aux différentes déclarations hier dimanche, qui est une journée traditionnelle aux États-Unis, d'interviews données par différents responsables américains dans les grands organes de presse, NBC, CNN, etc., Meet the Press, Face the Nation, toutes ces émissions où on reçoit véritablement les poids lourds de la politique américaine, et beaucoup ont dit qu'il était question, quoi qu'il en soit, d'échange de territoire. Alors peut-être qu'il s'agirait sur le territoire ukrainien, donc de partage en réalité entre l'Ukraine et la Russie, de territoires ukrainiens sur le territoire ukrainien, peut-être un retrait éventuellement de Soumy là au nord et Kharkiv, parce qu'il y a eu des offensives un petit peu avortées. Mais pour ce qui concerne le Donetsk, donc véritablement cette oblast cruciale dans le Donbass, il revêt vraiment une dimension doublement symbolique. D'abord pour les Ukrainiens, c'est vraiment l'incarnation, le cœur de ce qu'a été la résistance de l'armée ukrainienne dans les tranchées dont nous parlait Marianne Kotonov à l'instant pendant 3 ans et demi. Ces hommes, ces femmes au soutien de ces combattants, de ces fantassins qui chaque jour, chaque nuit ont donné leur vie, leurs membres, leur famille peut-être pour combattre, et ça c'est extrêmement important. Autre point plus technique, le Donetsk, et en tout cas dans son intégralité, il encapsule toute une série de villes extrêmement fortifiées et de lignes de défense qui avaient été bâties dès 2014 en réalité, au moment où la Crimée avait été annexée par la Russie, et où les Ukrainiens sentaient bien après le Maïdan qu'en réalité quelque chose de sombre était en train de se profiler. Et puis pour la Russie, c'est également extrêmement symbolique. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce Donbass et cette région de Donetsk, elle justifie du côté de Moscou ce qu'ils appellent l'opération militaire spéciale. Ils ont estimé que depuis 2014, en réalité, les minorités séparatistes pro-russes étaient en danger, elles étaient harcelées par les Ukrainiens, et qu'il était nécessaire de les soutenir. C'est pour ça qu'à un moment donné, 2022, M. Poutine place ses troupes aux frontières de l'Ukraine et puis finalement procède à cette invasion officiellement également, pour sauver ces populations qu'il estimait menacées. Et puis deuxième point, extrêmement symbolique également pour la Russie, et c'est là que j'en terminerai, c'est que cette armée russe, elle s'est cassé les dents sur le Donetsk, elle s'est cassé les dents sur ces lignes de défense fortifiées, elle s'est cassé les dents sur ces villes comme Kramatorsk, Pokrovsk, dont on a beaucoup parlé, et on a tous en tête Bakhmout, qui a été une bataille extrêmement sanglante, qui a fini par tomber, mais à quel prix pour les Russes. 20 000 hommes sont tombés à Bakhmout. Donc effectivement, récupérer l'intégralité en fait de ce Donetsk, que pour Poutine, ce serait justifier cette opération militaire spéciale aux yeux de sa population.